Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires à la Pierre Bellemare. C'est un peu comme des threads, mais c'est des old threads. C'est même plus des threads après. Ça devient des threads tellement on remonte dans le temps. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'escroquerie qui a rapport avec les œuvres d'art. Alors, il y en a eu plein, des escroqueries avec les œuvres d'art, des choses qui sont plus ou moins surprenantes, comme ce peintre hollandais qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux Pays-Bas, avait été condamné à la peine de mort pour avoir vendu des tableaux, des œuvres nationales, le trésor des Pays-Bas à l'Allemagne nazie. Sauf qu'il avait dit non, en fait, je leur faisais des faux. Et on leur a dit non, ils étaient vrais. Il a fait non, c'est des faux. Il avait été obligé de repeindre des faux en direct dans le tribunal pour montrer qu'il était capable de peindre des faux tellement faux qu'ils avaient l'air vrais. Bon, bref, il y a plein d'histoires comme ça incroyables. J'en ai sélectionné une qui m'a bien marqué pour vous. C'est dans les années 50, entre Monsieur Smith et Monsieur Durand. Monsieur Smith et Monsieur Durand n'existent pas, les noms ont été changés. Et on ne peut pas aujourd'hui connaître le vrai nom de ces personnes-là, mais il n'empêche que l'histoire est passionnante. Cette histoire d'escroquerie des années 50, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a 3 actes, vous allez voir, c'est du vrai spectacle. En parlant de spectacle, quand est-ce que vous venez me voir en spectacle? Là, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en spectacle à Béziers, si vous la voyez le jour de sa sortie. Mais la tournée continue encore pour 3 mois pour cette première saison d'Archétype, mon nouveau spectacle de mentalisme, d'humour et de science. Vous avez toutes les dates qui s'affichent maintenant. Et surtout, je vous le dis, je serai le 22 novembre à la salle Playel, c'est à Paris, pour une version très spéciale de ce show-là. C'est le jour de mon anniversaire, je me fais kiffer en même temps. Donc il y a des nouveaux numéros, il y a une nouvelle mise en scène, il y a un nouveau décor. Vous avez le lien dans la description, il reste encore la moitié des places si vous voulez venir le 22 novembre aussi. Alors qui est ce Monsieur Smith dont je vous parlais? C'est un milliardaire américain, un homme très riche qui a une passion dans la vie, acheter des tableaux, acheter des œuvres d'art, pour son plaisir personnel et aussi pour spéculer et capitaliser dans le temps. Il dépense des fortunes, principalement d'ailleurs dans les peintures, et son but dans la vie, c'est d'essayer de constituer la plus grande collection privée de grands tableaux de maîtres. Il a quand même un petit but altruiste derrière, puisque a priori, il voudrait tout léguer à sa mort à un musée. Donc c'est plutôt chouette, il accumule pour son plaisir personnel de son vivant, et après il lèguera tout. Mais Monsieur Smith, notre milliardaire américain, a une autre particularité, c'est qu'il est extrêmement radin. Très proche de ses sous, mais en plus il est râleur, il est belliqueux, il critique tout. Par exemple, tous les hôtels dans lesquels il descend quand il vient à Paris le redoutent, parce que on sait qu'il va jamais être satisfait, qu'il va se plaindre de tout, qu'il laisse jamais un pourboire, par exemple, aux porteurs de bagages, aux taxis, à ceux qui ouvrent les portes, etc. Bon, c'est pas le gars le plus sympa à fréquenter. Je reviens sur lui dans quelques secondes. Il y a un deuxième protagoniste dans cette histoire, c'est Monsieur Durand. Monsieur Durand, c'est un marchand d'œuvres d'art à Paris. Il est très connu, il est très apprécié, très compétent dans son métier. Et Monsieur Smith, c'est l'un de ses clients. Et pour dire la vérité, Monsieur Durand n'apprécie pas beaucoup Monsieur Smith parce qu'il est aussi désagréable avec lui qu'avec les autres. Mais en plus de ça, il cherche toujours à négocier les prix. Quand il n'obtient pas le prix que lui, il veut, il le fait ressentir. Il n'est pas très aimable. Et il essaie toujours quand même de renégocier derrière, c'est limite du harcèlement. Donc Monsieur Durand compose avec ça, parce que ça reste l'un de ses bons clients, mais c'est très difficile pour lui de travailler avec Monsieur Smith. On ne va pas se concentrer sur toute l'histoire de leur relation, vous avez compris grosso modo la teneur, on va parler d'un jour particulier où Monsieur Smith doit acheter une grande collection de tableaux à Monsieur Durand, et il se rend du coup au centre d'exposition, au centre de vente de Monsieur Durand. Monsieur Smith arrive, il est accueilli par Monsieur Durand, il traverse l'immense galerie, c'est magnifique, il y a beaucoup d'œuvres qui sont exposées, et ils arrivent dans un bureau qui est juste caché derrière une porte, où là, c'est pas du tout la même ambiance que dans la galerie. Si la galerie est propre, bien rangée, qu'elle met bien en valeur en fait les œuvres, le bureau qui est assez grand, somme toute, est jonché littéralement de tableaux qui doivent être vendus, qui attendent pour être exposés. Il y en a un petit peu partout, il y en a sur les murs, il y en a directement posés sur le sol. Et au milieu de tout ça, il y a un bureau où Monsieur Smith s'assoit. Il a l'habitude, c'est là qu'il vient d'habitude acheter les tableaux après de longues négociations. D'ailleurs, la longue série de tableaux contemporains qu'il va acheter, il y a eu encore une fois beaucoup de palabres jusqu'à obtenir le prix de vente. Monsieur Durand s'installe de l'autre côté du bureau et ils vont procéder à l'achat. Pour une fois, Monsieur Smith ne revient pas une énième fois sur le prix de vente de la collection. Alors, on suppose que le prix qu'il avait négocié lui convenait du coup. Et au moment où il va faire le chèque directement à Monsieur Durand, Monsieur Smith aperçoit parmi tous les tableaux qui sont un petit peu posés à la va-vite sur le côté droit du bureau, un tableau spécifique qui attire son attention.
il est là, il est abandonné, avec presque derrière les autres tableaux, il y a juste un petit bout qui dépasse, il n'est pas du tout mis en valeur. Il semblerait que ce soit un utrillo. Alors on dit aussi un utrillo, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ça représente la place du tertre. Donc c'est un magnifique tableau. Utrillo, pour vous dire, sans rentrer dans les détails, ça a été le peintre en France qui a été le plus plagié et sur lequel il y a eu le plus de faux à une certaine époque. Et là, a priori, ce serait un faux. En tout cas, c'est ce que dit Monsieur Durand quand Monsieur Smith lui demande s'il peut examiner le tableau. Monsieur Durand lui dit oui, si vous voulez, regardez, il est très très bien fait, mais je vous le dis, c'est un faux, c'est pour ça qu'on l'a relégué un petit peu comme ça aux oubliettes. Mais Monsieur Smith est quand même assez intrigué et le prend pour le regarder vraiment dans le détail. Monsieur Smith ne fait pas que acheter des tableaux, évidemment, il s'y connaît réellement. Et en l'observant vraiment minutieusement, pour lui c'est sûr, c'est un vrai utrillo. Et si c'est un vrai utrillo, c'est d'autant plus un gros coup parce que ce serait un des tableaux de cette période blanche, c'est sa meilleure période à ce peintre-là. Donc ça veut dire que si ce tableau-là, que M. Durand croit être un faux, est un vrai, alors il y en a littéralement pour une petite fortune. Convaincu de ça, M. Smith fait une proposition immédiate à M. Durand, il lui dit voilà, je vous en propose 500 000 francs. Alors ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, 500 000 francs. Dites-vous que si le tableau est un vrai, 500 000 francs, c'est 5% de sa valeur si c'est un vrai. Mais si c'est un faux, bon, c'est déjà assez bien payé. J'ai fait la conversion, 500 000 francs de 1950, ça vaudrait à peu près 15 000 € aujourd'hui. Sauf que pour M. Durand, c'est hors de question de vendre ce tableau, ce faux utrillo, parce que ça va nuire à sa réputation de marchand d'œuvres, de marchand d'art, et il ne veut pas avoir cette casserole-là. Mais Smith insiste et dit qu'il est prêt à mettre jusqu'à 1 million de francs, donc à peu près 30 000 € aujourd'hui. Ça reste quand même une belle somme pour un faux. Mais Durand refuse de nouveau en prétextant que ce faux utrillo a aussi une valeur sentimentale pour lui parce que c'est le premier tableau qu'il s'est acheté en arrivant à Paris. Il n'avait pas les moyens à l'époque de s'acheter des œuvres telles que les œuvres d'Utrillo, donc il s'était acheté un faux, mais un très beau faux pour décorer ses appartements. Et donc, en plus du fait qu'il ne peut pas vendre des faux, c'est aussi quelque chose qui le touche personnellement et qu'il souhaite garder. Smith arrête d'essayer de négocier ça parce qu'il se dit que peut-être M. Durand va trouver ça louche que ce riche milliardaire insiste tant pour avoir un faux. Et lui, ce qu'il veut, c'est acheter ce vrai tableau au prix d'un faux, puisque selon lui, c'est un vrai. Alors, il a déjà un plan en tête pour essayer de mettre tout ça en place. Monsieur Smith retourne à son hôtel. Arrivé à l'hôtel, il appelle un critique d'art très célèbre. On va l'appeler Monsieur Hervé, qui, dès qu'il a l'appel de Smith, évidemment, le connaît déjà, connaît sa réputation, connaît aussi sa fortune. Donc, il se dépêche d'aller à l'hôtel et de rejoindre Monsieur Smith dans sa chambre. Le plan est le suivant. Monsieur Smith propose une énorme somme d'argent à Monsieur Hervé pour que Monsieur Hervé, qui est critique et expert d'art, aille directement à la galerie de Monsieur Durand, achète une œuvre, n'importe laquelle, la moins chère, de toute manière, Monsieur Smith va couvrir les frais, et qu'ensuite, il accède au bureau pour faire le chèque. Et qu'une fois dans le bureau, il jette un coup d'œil au tableau discrètement de Utrillo pour voir si c'est un vrai ou si c'est un faux et que lui s'est monté un truc. Il se dit, voilà, ça lui coûte un petit peu d'argent de payer Monsieur Hervé, de lui donner une enveloppe, d'acheter une petite œuvre qui de toute manière pourra revendre, mais au moins il en aura le cœur net. Monsieur Hervé va à la galerie, il est accueilli comme il se doit par Monsieur Durand, c'est un petit milieu, hein, donc chacun se connaît à ce moment-là et à cette époque dans le milieu de l'art. Monsieur Hervé flash sur une toile, propose à Monsieur Durand de lui acheter, la négocie un petit peu pour rendre l'affaire, on va dire, un petit peu plus vraie. Ils vont dans le bureau pour faire l'achat, pour faire le chèque, et là, Monsieur Hervé dit à Monsieur Durand qu'il a un coup de téléphone assez important à passer et qu'il a oublié de le passer. Donc il demande s'il peut le faire depuis le bureau. Donc Monsieur Durand l'autorise, bien sûr, et par souci d'intimité, le laisse seul dans le bureau. Et c'est une fois qu'il est seul dans le bureau que Monsieur Hervé va chercher la toile, aller là où Monsieur Smith lui avait dit, c'est-à-dire poser à côté de la corbeille en papier. Elle est à même le sol. C'est la place du tertre, comme lui avait signifié Monsieur Smith. Ça a l'air d'être un vrai Utrillo, et il l'observe sous toutes ses coutures. Et son expertise est formelle. L'œuvre d'art est un vrai Utrillo. Mais cette toile est une véritable pièce de musée. C'est une toile de la plus grande période du peintre, hein. C'est une de celles qui vaut le plus cher. Limite, Monsieur Hervé se demande pourquoi Monsieur Durand, quand même, qui s'y connaît dans son affaire, n'a pas détecté que c'était une vraie toile. Parce que c'est sûr à 100% pour lui.
Alors il se dit que c'est peut-être parce qu'il a acheté cette toile quand il était étudiant, M. Smith lui a raconté, et qu'à cette époque-là, il s'y connaissait moins, et puis puisque la personne lui avait vendu ce qu'elle croyait être un faux, lui, il l'a toujours considéré comme faux, il ne l'a pas remis en question. Monsieur Hervé court à l'hôtel de Monsieur Smith, lui dit que c'est bon, c'est vrai, il est réel. Du coup, Monsieur Smith retourne chez Monsieur Durand et il lui dit « Voilà, j'ai pensé à votre toile toute la nuit ces derniers jours, je veux l'obtenir. J'ai un coup de cœur dessus, je veux l'obtenir. » Et là commencent des négociations sans fin. Parce que Monsieur Durand ne veut pas lâcher la toile, il rappelle en permanence la valeur sentimentale, mais en plus, il insiste très lourdement sur le fait qu'il ne veut surtout pas avoir la réputation de faire circuler de fausses toiles dans le milieu et que pour ça, c'est hors de question. Et M. Smith, de l'autre côté, essaye de faire des petits appels aux émotions. Il dit, voilà, je suis un bon client, on est devenus amis quand même au fil des années, donc vous pouvez bien me faire ce plaisir-là. En plus, je ne vous demande pas de me la donner, je vous l'achète, je suis prêt à mettre de l'argent, vous me connaissez, il n'y a pas de problème. Ça dure très longtemps, les enchères montent, on était à 500 000 francs, 1 million, 1,5 million, 2 millions, 2 millions de francs de l'époque, c'est 60 000 € aujourd'hui. Pour un faux tableau, je veux dire, on dépasse de loin les prix des vrais tableaux déjà. Donc là, ça commence à devenir sérieux. Mais pour l'époque, 2 millions de francs, encore une fois, c'est 10% de la valeur réelle du vrai tableau. S'il s'avère que c'est le vrai et l'expert et M. Smith l'ont reconnu comme tel, alors c'est une escroquerie, c'est une arnaque qu'ils font à M. Durand. Mais ça, M. Durand ne le sait pas. Et M. Smith se dit, s'il arrive à l'avoir pour 2 millions de francs, il aura fait le plus gros coup de sa vie. Au final, M. Durand va céder, il va vendre le tableau à M. Smith, qui lui fait le chèque, il lui achète, et juste avant qu'il reparte avec le tableau, M. Durand, par contre, lui dit, voilà, je suis toujours pas à l'aise avec le fait de vous avoir vendu un faux tableau, vous allez me faire un petit reçu comme quoi vous l'achetez en toute connaissance. Moi, je veux pas que ça se retourne contre moi. Donc, il prépare un papier et M. Smith écrit « Je sous-signé M. Smith, reconnu avoir acheté un faux tableau à M. Durand en toute connaissance de cause, qui m'a expressément notifié que le tableau ne valait pas les 2 millions de francs que je lui ai proposé pour l'achat. Tout m'a été clairement spécifié et c'est moi qui ai souhaité acheter ce faux tableau reconnu comme tel par M. Durand pour cette somme. » Monsieur Smith sourit parce qu'il trouve ça un peu délicat, un peu élégant. Donc il se plie à l'exigence, il fait le petit papier, il le date, il le signe, il fait le chèque et il part avec son tableau. Vous vous doutez bien que c'est pas la fin de l'histoire. Monsieur Smith retourne à l'hôtel et le lendemain, Monsieur Hervé, le critique et l'expert, reçoit un coup de fil paniqué de Monsieur Smith. Il ne veut pas lui dire ce qui se passe par téléphone, il veut que M. Hervé vienne le plus vite possible à l'hôtel. Donc M. Hervé se précipite à l'hôtel et il trouve un M. Smith blanc, livide, affolé, paniqué au bout de sa vie. La place du tertre du Trilo est posée sur une chaise dans la chambre et M. Hervé ne comprend pas. Il a réussi à avoir le tableau qu'il voulait, il devrait être le plus heureux des hommes. Et M. Smith lui dit « Ce matin, en me réveillant, j'ai voulu re-regarder le tableau, donc je l'ai ouvert, je l'ai posé sur la chaise, j'ai reculé pour admirer l'œuvre du maître Trilo, et j'ai une drôle d'impression, une sensation bizarre. » Alors Monsieur Hervé, l'expert, s'approche du tableau, le regarde, il recule, il pousse un cri, il fait « mais ça c'est pas le bon, c'est un faux ça !» Alors c'est un faux très réussi, mais ça reste un faux. Et bizarrement, il faut que quelques secondes pour se rendre compte que c'est un faux. Smith passe de la peur à la colère, il est furieux contre l'expert et il l'accuse de l'avoir berné. Il lui a dit « Comment vous avez pu m'affirmer que c'était un vrai alors que vous m'avez fait acheter un faux pour 2 millions de francs ?» Monsieur Hervé se défend et comprend ce qui s'est passé. Le tableau qu'a vu Monsieur Smith dans le bureau était un vrai. Et le tableau qu'il a vu lui-même était un vrai, c'est sûr, c'est irréfutable. Ça veut dire qu'au moment où ils ont fait l'achat, Monsieur Durand a substitué le vrai tableau par un faux tableau au moment de l'emballage. Donc M. Hervé dit, vous devez aller voir M. Durand, vous faire rembourser, et s'il ne veut pas, vous l'attaquez en justice pour réparation, vous portez plainte contre lui. C'est là que M. Smith s'est senti un petit peu pris au dépourvu et un petit peu humilié par M. Durand. En réalité, il ne s'est jamais senti aussi misérable de toute sa vie, et il avoue à M. Hervé qu'il a signé un papier comme quoi il reconnaît avoir acheté un faux tableau Utrilo, la place du Tertre, à M. Durand pour 2 millions de francs, en précisant que M. Durand l'a expressément
prévenu qu'il s'agissait d'un faux tableau et qu'il ne valait pas cette valeur et que M. Smith l'achetait cette valeur à sa demande à lui. Il peut rien faire. Vous l'avez compris, M. Durand avait calculé son coût depuis le départ. Moi, je pense qu'il en avait marre de ce client qui lui parlait mal, qui était irascible avec tout son personnel, avec tout le monde, qui essayait toujours de tirer les prix vers le bas, etc. Je pense qu'il a monté ce coup-là pour lui donner une leçon, parce qu'il est milliardaire, ça ne l'aura pas rendu moins riche, même si ça aura rendu M. Durand un peu plus riche, mais que ça n'a pas quand même transformé sa vie. Et qui s'est dit, ben voilà, je vais lui donner une bonne leçon et puis je vais prendre un petit peu de sous en même temps. Des histoires d'escroquerie comme ça dans les peintures, il y en a beaucoup. Mais celle de M. Durand et M. Smith, c'est la seule que je connaisse dans cette version. Si vous aimez ça, d'ailleurs, il y a Histoire de faussaire qui est sortie en 2021 sur Netflix, avec l'histoire de Paye, qui est un faussaire qui a détourné quand même 80 millions. C'est beaucoup, avec ses faux tableaux. Après, je me pose toujours la question, pourquoi on a cette fascination-là pour les escrocs, pour les faussaires surtout comme ça, quand ils s'attaquent aux plus riches, il y a un petit côté un petit peu Robin des Bois. Si on regarde les travaux de Sartre, on peut se dire qu'en fait, ils nous fascinent parce qu'ils sont libres. Ils sont libres et ils ne sont pas en quête d'eux-mêmes, en fait. Ils s'en fichent d'être authentiques et d'être bourrés de défauts. Et je pense que ça aussi, il y a un côté fascinant parce que je pense que ni vous ni moi, enfin vous, je ne sais pas en fait, hein, vous êtes trop nombreux pour que je le sache, mais on peut être excité par l'idée de cette escroquerie. Mais on ne le ferait pas nous-mêmes. Je ne pense pas qu'on arriverait à assumer. Moi, j'arriverais pas en tout cas à l'assumer. Donc je pense qu'il y a cette fascination aussi de « oh là là, il a osé le faire » qui nous donne ce truc-là. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de séries sur les escrocs, parce qu'on les regarde presque envieux de cette liberté-là. Je prenais Sartre en référence. Sartre dirait que ce sont des gens qui refusent la quête de l'être. Et comme nous, on est en plein dans cette quête-là, il y a un côté de « waouh ». Ils l'ont fait, mais en vrai, c'est pas ce qu'on veut être. On veut pas être des escrocs, on veut pas être Monsieur Durand, on veut pas être Monsieur Smith non plus. On veut juste que les choses, elles se passent bien normalement pour tout le monde. En tout cas, j'espère que cette histoire-là, elle vous a plu. Des histoires d'escroquerie dans les formats La Belle Marche, je vous en ai raconté pas mal. Si vous n'avez pas tous vu, je vous mets un lien dans la description. Et si vraiment vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que peut-être je vais en faire en plus sous forme de podcast. Donc je vous préviendrai de ça là-bas. Quant à nous, on se voit, j'espère, en avril, mai ou juin sur l'une des dates de tournée qui restent. Ne me demandez pas pour les autres villes, elles sont passées déjà depuis le mois de septembre, entre septembre et avril. Et une chose est sûre, c'est qu'on pourra se retrouver au mois de novembre à la salle Playel. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.